je vais tenter quelques mots de réaction. Je ne suis pas spécialiste des questions d'ADN, donc j'espère qu'on ne m'en voudra pas de rester aussi à un niveau relativement général et d'avoir plutôt un point de vue extérieur par rapport à la matière. J'espère qu'on ne m'en voudra pas non plus d'avoir essentiellement fait fond sur l'intervention d'Inès qui m'a interpellé parce qu'elle ramenait toute une série de suggestions ou de demandes de la part du terrain et que ça a suscité chez moi des réflexions assez générales qui sont d'ailleurs aussi en rapport avec des choses que j'ai glanées pendant la journée. Alors mon point d'entrée sera cette tendance qu'on a entendue en fait finalement tout au long de cette journée, à savoir une tendance à l'extension des bases de données ADN, à leur multiplication, à l'inclusion dans les bases de données d'un nombre de plus en plus grand de personnes et aussi d'une plus en plus grande diversité de types de personnes. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut verser dans les bases de données ADN tous les Belges ? La question a été posée, a été évoquée tout à l'heure, et ce qui suivait juste, c'était la question, c'est de savoir si ça augmenterait réellement le nombre de condamnations. Alors d'autres questions ont été aussi posées, mais on voit bien, je pense, un tropisme finalement qui a été assez constant pendant toute la journée, à savoir que la première préoccupation c'est, est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose ? On a parlé d'incorporer le profil des victimes, et là on peut alors se demander qui ne serait plus fiché si on disait pas tous les Belges, mais les auteurs, les suspects. On a parlé des gens qui remorquent les voitures à propos de la base de données intervenants. Quand on voit le nombre de personnes qui peuvent intervenir dans la sphère pénale et répressive, on se rend compte que quelque part, à peu près tout le monde peut être concerné, tous les médecins de Belgique, les infirmiers, les dépanneurs maintenant, etc. Donc on voit qu'on a potentiellement une croissance exponentielle de ces bases de données. On a aussi parlé de supprimer l'anonymat de la base de données ADN, de croiser davantage les bases de données, de systématiser les échanges, etc. etc. Donc on voit que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont potentiellement concernées par ça, voire 11 millions de personnes si on décide un jour d'incorporer dans la base de données l'ensemble de la population. Alors on est bien d'accord, il y aurait des obstacles juridiques, donc je ne dis pas qu'ici on en a sérieusement parlé, mais en attendant, cette représentation-là, moi c'est quelque chose qui me frappe et qui me fait penser qu'on est dans un processus qu'il est important de discuter à un moment donné. Laurent Cook tout à l'heure a parlé de la technique du parapluie qui consiste à faire un maximum de prélèvements sur une scène de crime, de peur de passer à côté d'un profil, parce qu'on n'aurait pas passé, on aurait oublié de s'occuper du pommeau du changement de vitesse ou du panneau latéral de la voiture, etc. Et je me dis, finalement, c'est la même logique aussi qui est quelque part à l'œuvre quand on pense étendre sans fin les bases de données, c'est en fait finalement cette tentation de ficher un maximum de personnes de peur que quelqu'un nous échappe. Alors, je pense que le processus est aussi un processus qui nous est assez familier, qui est un processus d'extension progressive du recours à une série de techniques. On voit exactement la même chose pour ce qui concerne l'identification des numéros d'appel et les écoutes téléphoniques. D'une législation qui était extrêmement restrictive, d'ailleurs une des plus restrictives d'Europe, si je ne m'abuse, au moment où on a commencé à admettre les écoutes, on est en train de glisser progressivement. Ici, dans une des lois pot-pourri, on a encore étendu la possibilité d'écoute téléphonique. On est en train progressivement de passer à une libéralisation accrue des écoutes téléphoniques. Et c'est un phénomène d'habituation, finalement, auquel on est avec lequel on est assez familier. Et finalement, on pourrait aussi se demander si le fait qu'on soit tellement fiché, tellement incorporé dans des bases de données au fil de notre vie numérique notamment, puisque nous avons, c'est un concept qui a été théorisé il y a quelque temps, mais nous avons tous un double numérique constitué de toutes les traces numériques que nous laissons chaque jour dans l'environnement numérique qui est devenu une part très importante de notre environnement physique et technologique. Nous sommes devenus tellement habitués à ça que finalement, l'idée d'avoir notre code ADN ou une partie de celui-ci dans une base de données ne nous semble plus absurde. Alors, je pense aussi qu'on est fasciné par les potentiels de cette technique. Tout ce dont on a parlé, et l'intervention tout à l'heure de Bertrand Renard était assez fascinante à ce point de vue-là. On voit bien qu'on est aussi à l'orée d'un monde nouveau, et finalement, on peut se dire que l'ADN est notre oracle moderne, notre phrénologie du début du XXIe siècle, et quelque chose qui nous fascine. Techniquement, c'est vrai que les potentialités sont tellement gigantesques qu'on a du mal de les imaginer, et donc on a aussi du mal d'en imaginer les limites.
Mais cela dit, est-ce qu'on peut souhaiter, comme le faisait tout à l'heure Inès, que l'ADN ne soit plus la reine des preuves, si en même temps on lui laisse la bride sur le cou et si on en fait finalement la reine de la législation, une reine absolue que rien ne peut freiner. C'est-à-dire, si on se dit, ok, c'est pas la reine des preuves, mais qu'en même temps on ne conçoit aucune limitation à ce mode de preuve, finalement nous sommes nous-mêmes tombés dans cette représentation-là. Ok, on sait que c'est une question de probabilité. En attendant, on cède quand même à cette fascination en se disant que finalement l'ADN est notre secours, si pas universel, en tout cas quasiment. Alors, évidemment, si on commence à la considérer comme toute puissante, bienveillante, infaillible, indispensable, à ce moment-là, on est rentré dans un processus qui, à mon sens, va poser problème. La fascination, à mon sens, en matière de répression, n'est jamais une attitude constructive. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de manière plus large? Est-ce que la tendance à l'extension maximale de ces bases de données serait commune à l'ensemble des applications ADN? On parle évidemment d'utiliser l'ADN pour des prédiagnostics avant des assurances, pour des prédiagnostics en début de vie, pour savoir quelles sont les potentialités d'une personne. Je vous renvoie par exemple au film Bienvenue à Gattaca qui met ça très très bien en scène, un film très intéressant qu'on aurait dû intégrer à notre cycle de projection qui est actuellement en cours à la Cinémathèque. C'était la page de publicité. Est-ce que plus largement cette tendance-là est caractéristique de l'esprit de la police scientifique, c'est-à-dire est-ce que finalement dans notre rapport à la technologie dans le cadre des investigations, on n'est pas toujours tenté d'aller plus loin, d'en faire plus et de tout exploiter? Je ne sais pas. Où est-ce que je suis dans mon truc? Enfin, je suis là. Est-ce que c'est aussi éventuellement une tendance de nos sociétés inquiètes à une période où on ne peut pas concevoir les limitations de l'État et où nous sommes effectivement particulièrement préoccupés par les questions de sécurité et particulièrement incapables de penser qu'il y a des moments où il faut assumer l'échec de la répression? La question de la limitation de l'action de l'État est à ce prix. Alors, est-ce qu'on ne revit pas ici le retour d'un fantasme d'une justice technique qui nous épargnerait les tourments de la justice humaine? Finalement, est-ce que l'ADN n'est pas devenu aujourd'hui le symbole de cette justice qui nous permet de rendre la justice, ou plus exactement de réprimer, sans avoir à juger, c'est-à-dire sans avoir à assumer le doute, la grande difficulté qu'il y a à un moment donné à décider de châtier quelqu'un, alors que subsiste toujours le doute quant au bien fondé de notre action. Alors, ces questions-là m'amènent à me poser des questions sur les dangers que nous encourons. Finalement, en matière de base de données, est-ce que la sélectivité n'est pas une vertu? Est-ce qu'une faible sélectivité ne mène pas à laisser libre cours à des sélectivités sociales? Ce que je veux dire, c'est que si on intègre des gens de manière très large, par exemple, ça a été évoqué, d'intégrer dans la base de données ADN les consommateurs de stupéfiants. C'est une catégorie extrêmement large de la population, surtout si on n'y met pas que les consommateurs problématiques, mais aussi les consommateurs récréatifs. À ce moment-là, vers quoi se dirige-t-on? C'est-à-dire, on se dirige finalement vers une base de données qui est constituée en fonction de patterns sociaux, c'est-à-dire en fait de comportements qui sont socialement extrêmement marqués. Et donc, si on ne crée pas une sélectivité à l'entrée de la base de données sur la base de critères qui ont été décidés démocratiquement, ce qu'on fait, évidemment, c'est passer la main à une sélectivité sociale qui est fondée sur le repérage des individus en fonction de leurs signes de mauvaise insertion sociale. On sait bien que les appareils répressifs dans leur ensemble opèrent une sélectivité sociale à tous les niveaux et que forcément, les gens, à moins de constituer une base de données universelle, les gens qui se retrouveront dans la base de données seront le fruit d'une certaine sélectivité. Or, ce sont ces gens-là sur lesquels la répression s'abattra préférentiellement, d'autant plus que nous savons que notre système répressif est lui-même submergé. Donc, la probabilité que des gens ne figurant pas dans cette base de données soient châtiés sera d'autant plus faible. Alors, à l'inverse, est-ce que la base de données universelle est la solution? Cette base de données, elle me fait penser à cette nouvelle de Borges dans laquelle il décrit des géographes qui veulent constituer une carte qui représente fidèlement le territoire. Et ils en viennent à créer une carte à l'échelle 1. Une carte qui vient à recouvrir le territoire et qui finalement est aussi complexe que le territoire lui-même, puisqu'elle le décrit fidèlement à tous les niveaux. Et donc,
ce que je pense qu'on peut pointer par là, c'est le risque d'absurdité ou d'inutilité d'une base de données qui serait tellement approvisionnée qu'elle intégrerait en elle-même la complexité du monde qu'elle prétendait réduire justement en opérant une sélection et en intégrant que certaines informations. Par ailleurs, on peut se demander quelle serait l'utilité d'identifier tous les criminels ou presque tous les criminels. À quoi ça sert d'accroître le nombre de condamnations dans une société qui ne parvient déjà pas à juger ni à punir l'ensemble des personnes qu'elle saisit? Nos systèmes de justice sont à bout de souffle. Et donc, si on a besoin de condamner plus de gens, il y a des cohortes de gens qui attendent et qui ne verront jamais leur affaire fixée, ou qui ne recevront jamais leur billet d'écrou, ou dont la peine ne sera jamais exécutée. Et nous le savons. Donc, quelle est l'utilité sociale de cela? Est-ce que la constatation de notre irréductible impuissance à tout sanctionner ne doit pas nous inciter à réfléchir donc à une limitation volontaire de notre action et réfléchie, et donc à une limitation volontaire et réfléchie de notre emprise sur la société et sur nos semblables? Alors un autre danger, c'est celui de la fuite. Est-ce qu'on est certain que notre État, qui est incapable de gérer les bases de données qu'il constitue lui-même dans le cadre de son activité de justice, je parle des plus de 12 bases de données de la justice, qui ne sont pas interopérables, qui sont dans des états extrêmement variables, est-ce qu'on est vraiment certain que cet État-là est capable de gérer de manière sûre, sans problème, des bases de données aussi sensibles et potentiellement d'une telle taille? C'est aussi une vraie question. Dans ce cadre-là, on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens qui ne font pas confiance à l'État et qui disent « je ne souhaite pas que mon ADN soit intégré à la base de données parce que je n'ai pas confiance ». On a encore récemment eu des scandales, alors pas par rapport à l'État, mais de fuite. Il est bien entendu que si on multiplie les interopérabilités, les échanges de données, etc., on multiplie potentiellement les risques de problèmes techniques. Voilà, la question est posée. Je ne suis pas informaticien, je ne peux pas y répondre tel quel, mais je pense que c'est une question qui a sa pertinence. Danger supplémentaire, qu'est-ce qu'on fera si un État devenu autoritaire, par exemple un État membre du traité de Prüm, et on est bien d'accord pour dire que les tentations autoritaires ne nous semblent plus si éloignées que ça, si un État de ce type-là nous demande la communication de données relatives à des personnes sur la base d'incriminations dont on pourrait douter de la légitimité? C'est une question intéressante. Nous avons très fortement libéralisé les échanges de données et les échanges de personnes au sein de l'Union européenne. On ne pourrait plus aujourd'hui, comme on l'a fait à une certaine époque, refuser d'extrader des personnes, par exemple, membres de l'ETA, au prétexte que ce sont des politiques et qu'on n'extrade pas les politiques. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une base de données de l'intégralité de notre population et qui comprendrait éventuellement des centaines de variables et plus quelques éléments? Qu'est-ce qu'on fait de cet ADN codant qui permettrait éventuellement de déterminer des choses comme l'origine ethnique, des habitudes de vie, on l'a vu? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, c'est aussi une question. La question de la méfiance est en fait une question normale en démocratie. La démocratie est fondée sur la méfiance vis-à-vis de l'État. Et donc on en vient ici à la question de l'État de droit démocratique. L'État démocratique, c'est un État autolimité. L'État moderne s'est construit en renonçant à des pratiques qui existaient. La torture, l'enfermement sans jugement, la confusion des pouvoirs, la violation de domicile, etc. Il n'y avait pas besoin de grandes techniques pour enfoncer la porte de quelqu'un à 2 heures du matin et sortir tout le monde et mettre tout le monde en prison sur une simple lettre de cachet. Ce n'était pas un problème. Ce que l'État a fait, c'est qu'il a vu que ces modes d'action, qui pourtant avaient une efficacité dans toute une série de cas, exactement comme l'ADN, on pouvait dire oui, mais quand on pénètre dans une maison à minuit, sans mandat, on peut parfois arrêter des criminels sur le fait, oui. Ils ont quand même décidé qu'ils allaient renoncer à une série de modes d'action. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce point de vue? Est-ce qu'on a mis en place un processus de prospective et de réflexion sur l'ADN, sur d'autres techniques de recherche? Je pense par exemple à l'exploitation des bases de données qui contiennent nos doubles numériques, justement, et qui sont parfois encore plus riches et encore plus problématiques que l'ADN non codant, qui dit finalement beaucoup moins sur nous que les données que Facebook a, par exemple. Où est-ce qu'on en est à ce propos-là? Où en sommes-nous, par exemple, dans une réflexion de type constitutionnel qui aurait pour objectif de créer des garde-fous, et des garde-fous permanents, pas des garde-fous, on dit
On y pense maintenant, mais dans 3 ans, ça sera peut-être différent, parce qu'alors on aura peut-être une valise miracle qui permet de... Voilà. Donc, pas ça. Une vraie... je veux dire, quand on a inventé l'appareil photographique qui permettait de rentrer en stummelings dans le domicile des gens pour photographier des objets et ressortir sans laisser aucune trace et sans avoir rien dû saisir, on n'a pas dit « Ah tiens, il serait peut-être temps de revoir la question de la perquisition et de l'autorisation du juge, puisque maintenant on n'est même plus obligé de prendre les objets des gens ». Donc la question ici, c'est est-ce qu'on peut réfléchir à un moment donné à des garde-fous qui seraient des garde-fous permanents ? La question qui sous-tend tout ça est la question éternelle, finalement, de la répression et de l'État démocratique. C'est, faut-il tout ce que nous pouvons ? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui nous est possible, nous devons le mettre en œuvre pour lutter contre le crime ? Est-ce que, à l'inverse, la démocratie ne réside pas dans la modération, dans le refus d'une hubris, cet orgueil qui nous fait penser que notre technologie peut nous rendre pareil aux dieux et, par exemple, peut nous permettre de rendre une justice totale et absolue. Voilà, je n'ai que des questions, mais je pense que ce sont des questions importantes. Je vous remercie.